photo rwandaise, c'est la photo belge. C'est toujours la photo aux autres, jamais. Mouindo Mwanda, monsieur le professeur, merci beaucoup de nous recevoir et bonjour. Merci à vous d'être venu me rendre visite, surtout de venir poser vos questions de curiosité, parce que l'université se transforme. Il fallait 4 ans après votre installation à l'université de Goma, il s'est passé beaucoup de choses, des transformations en tout cas que nous sommes venus constater de nous-mêmes, des infrastructures nouvelles, des bâtiments transformés, des laboratoires. La première question de curiosité, c'est quoi le secret de cette transformation? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas et il n'y a aucun miracle qui a été opéré ici. Nous avons rencontré le même nombre d'étudiants qui ont continué à payer les mêmes frais. Seulement que les frais ont été affectés pour les causes pour lesquelles ces frais ont été payés. C'est tout. Donc il suffit d'un peu de volonté et d'un peu de transparence pour que les choses aillent bien. Mais il n'y a pas de financement comme d'aucuns peuvent le Et c'est pour cela que je me dois encore de vous remercier parce que cette transformation a été l'objet de beaucoup de commérages, de personnes mal intentionnées. Mais c'est parce que ces personnes voulaient cacher mal le fait qu'elles ne comprenaient pas comment est-ce que les choses peuvent changer. Et ces personnes cachent mal, à mon avis, ce pessimisme qui caractérise le Congolais, qui ne croit pas en lui-même. Et puis c'est cet esprit plaintif qui caractérise aussi le Congolais qui, lorsqu'il ne réussit pas à mettre la peinture sur sa maison, alors c'est la photo rwandaise, c'est la photo belge. C'est toujours la faute aux autres, jamais. Des partenaires du ministère de l'Enseignement supérieur qui le construit. Mais dans l'entretemps, il y a eu la guerre qui a commencé, ce qui a fait que plusieurs investisseurs ont eu des réticences à continuer leur business dans le coin. C'est ce qui crée un petit retard, mais déjà en mars de cette année, on aurait déjà fini. Et l'équipement, parce que c'est une responsabilité de l'université. L'université a un partenaire américain qui aurait pu équiper. Ce partenaire-là aussi a des réticences à envoyer du matériel actuellement à partir vu le contexte dans lequel on se trouve. Ce qui fait que je ne sais pas, au vu de ces contraintes, vous donner une date précise de l'ouverture de ces cliniques. Et nous espérons que nos autorités vont vite s'accorder et que la paix va vite revenir pour que les investisseurs et nos partenaires puissent aussi revenir et que tous les projets qu'on a conçus avec eux puissent avancer. Monsieur le recteur, j'étais là le premier discours que vous avez prononcé quand vous avez pris la reine de l'UQAM. Vous avez prôné et vous continuez à prôner les services à la République. Concrètement, quels sont ces services que vous rendez à la République 4 ans après votre installation à la tête de l'UQAM? Alors, voyez-vous, lorsque je parle de service à la République, c'est le service à la société. En réalité, il s'agit de la troisième mission. À la communauté, voilà, le service à la communauté. Voilà, il s'agit de la troisième mission de l'université. Il ne suffit pas à l'université que l'on enseigne et qu'on fasse la recherche. Il faut aussi aller vers la société. Vous avez certainement vu les étudiants de l'université de Goma ces dernières années être actifs dans les cliniques juridiques. Ils sont allés dans les camps des réfugiés, ils sont allés dans le quartier pour sensibiliser contre les violences basées sur le genre. Ils ont créé une petite structure qui permettait de régler à l'amiable certains conflits que les gens s'empressaient à amener directement au tribunal. Et ça, c'est pour les étudiants de droit. Lorsque vous prenez nos étudiants de psychologie, et dans un contexte où la guerre a été la règle et la paix l'exception, ils ont eu de programmes d'accompagnement psychologique de certaines personnes vulnérables, et cela à titre gratuit. Lorsque vous allez en faculté d'économie, vous allez trouver le doyen et toute son équipe qui ont ouvert un incubateur, et cet incubateur a permis à certaines entreprises de se faire accompagner pour commencer. Donc si le contexte était encore normal, on serait en train de multiplier le nombre d'entreprises bénéficiaires. Si vous allez en faculté
des sciences de l'homme, en prenant en considération surtout la communication. Il y a une radio-école ici qui informe et forme en même temps et la société tout entière. Et si vous allez dans la faculté de sciences de l'homme, plutôt de sciences et technologies, où nous avons le département d'environnement, il y a eu un partenariat dans le cadre de la valorisation des déchets. Et il y a certains qui en ont bénéficié. Par exemple, c'est à l'université de Goma que les premières briques, les premières bloquettes qui se fabriquent sur base de déchets plastiques qui ont été récoltés ont été réalisées. Mais là, on a besoin évidemment de l'appui du secteur public pour le produire encore davantage. Si vous restez à sciences et technologies et que vous alliez de manière particulière dans le département de géologie, nos étudiants descendent sur terrain, produisent des cartes géologiques mises à jour pour la consommation des services publics ou même pour les privés qui veulent investir dans ce secteur. Et si vous allez en agronomie, et à part le fait que notre faculté d'agronomie produit déjà ses tomates et ses poules, et maintenant elle est en train de s'investir dans la production de provends, de la nourriture pour animaux que nous importons. Et en même temps, dans cette fac, il existe un laboratoire important, le laboratoire de mycologie, où nous produisons la sémence des champignons et parfois même des champignons. Je reviens à la fac au domaine des sciences et technologies, où nous avons ouvert le département des faux maths, et nous ne l'avons pas ouvert pour rien, parce que nous avons un partenariat avec STEM Power qui nous a permis d'avoir un laboratoire dans lequel on a du matériel électronique de pointe, où les étudiants peuvent, ou même des jeunes de l'extérieur peuvent venir apprendre. Et il n'y a pas que ça, il y a un centre d'innovation technologique qui est déjà installé à Mugunga et dans lequel tant nos étudiants que d'autres viennent apprendre. Et il y a eu, par exemple, au cours des vacances dernières, des études des élèves des écoles secondaires qui sont venus à l'université de Goma. Ils ont passé, je crois, un mois de formation en informatique, et d'autres ont été classés du côté de l'électronique, et ainsi de suite. Et je crois que tout ça sont des services qui sont directement rendus par l'université à la société. Et alors, ce à quoi on s'attendait, c'était que ce soit la faculté de médecine qui rende le plus de services. Évidemment, cela est arrivé. Au niveau des étudiants, ils ont des initiatives comme Éco-Santé. Et ce sont des initiatives qui leur permettent... Il y a aussi un service médical au rez-de-chaussée quand j'entre. Voilà, ça c'est maintenant interne. Mais Éco-Santé, c'est pour vulgariser les pratiques médicales, essayer de montrer que voilà, s'il y a des problèmes sanitaires, comment est-ce qu'on peut se former. Attention, il y a un autre service à la société qui est rendu par la fac de médecine. Notre laboratoire qui est le mieux équipé, je crois, dans le secteur. Les étudiants et les élèves des écoles secondaires viennent s'en servir, parce qu'il n'y a pas un laboratoire du même genre. Ici, ils viennent s'en servir à un prix plus ou moins bas. Et nous avons une série de laboratoires en médecine, celui de chimie analytique, celui d'anatomie pathologique, le laboratoire de simulation. C'est autant de laboratoires que même des externes viennent utiliser. C'est un service que l'université rend directement à la société. Et je ne voudrais pas me limiter là. Nous avons aussi des écoles. Nous avons l'école de genre. Nous avons l'école des genres. Cette école, elle est très très présente dans la société pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Et cette école, elle est très très présente dans la société pour ce qui concerne l'économie solidaire. Et il y a des sensibilisations qui se font dans ce sens, encourager les mutualités des femmes, parce que il y a deux choses sur lesquelles nous travaillons au niveau de cette école. On sait que si la femme était valorisée, alors il n'y aurait pas de violence basée sur le genre. Ça, c'est d'une part. Mais si la femme était aussi renforcée sur le plan économique, sa valorisation viendrait automatiquement.
et sa valorisation viendrait automatiquement, et le reflet de cette valorisation serait une participation politique beaucoup plus avancée et beaucoup plus moins folklorique comme ce que l'on fait d'habitude. Nous avons également une école de volcanologie. Ça signifie, au-delà de ce que l'OVG peut produire, l'Université de Goma produit de papiers qui peuvent alerter sur la manière dont le volcan est en train de se comporter. Nous prévoyons évidemment dans la même école d'ouvrir, parce que cela est déjà autorisé par l'arrêté qui autorise cette école à fonctionner, le département de construction parasismique, de telle manière que lorsqu'il y a des séismes dans la zone, nos maisons ne puissent pas se détruire facilement. C'est pratique ou juste théorique? Qu'est-ce que vous dites? Il y a déjà des experts qui sont sur le terrain? Oui, il y a déjà des experts sur le terrain. Nous n'attendons que le go du directeur de cette école pour que nous puissions commencer. Évidemment, il faut le dire, l'Université de Goma ne sert pas la société aussi directement à travers ce que je suis en train de dire, parce que c'est ce que vous vouliez entendre dire, mais elle sert la société directement lorsqu'elle produit de l'expertise de haut niveau. Par exemple, à travers le consortium en médecine qui est co-organisé avec l'Unigom, l'UIOB et l'UCG de Butembo, nous avons produit jusqu'à 15 agrégés. Ça signifie ce qu'on appelle les thèses en médecine ainsi qu'en santé publique. Là, je suis revenu en médecine à partant des écoles, mais il y a une autre école importante, c'est l'école de santé publique. L'école de santé publique contient de l'expertise qui a été utile, par exemple, lorsqu'il y a eu le Mpox qui menaçait la ville. Je sais qu'actuellement, il y a des recherches qui sont en train de pousser pour voir comment est-ce qu'ils peuvent étudier les zoonoses, donc ces maladies qui se transmettent des animaux aux humains, et pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aussi étudier la manipulation des cadavres par les personnels des hôpitaux, parce que cette manipulation parfois peut être à la base des maladies. Et étant en Goma, je sais qu'ils sont aussi en train de faire des recherches sur les effets sur la santé des poussières qui sont émises par le volcan, etc. Je ne saurais pas être exhaustif, mais si vous m'avez attendu la bonne oreille, l'université est dans la société et elle est en train de rendre au-delà de l'expertise qu'elle offre. Elle est en train de rentrer. C'est énorme, monsieur le recteur. Félicitations. Mais en tant qu'enseignant... Non, je ne les accepte pas. Et vous savez pourquoi? Je n'accepte pas ces félicitations pour une raison tout à fait simple. J'ai été fait recteur pour un travail précis. Et ce n'est pas un travail que je fais avec l'argent de mon père. Et ce n'est pas un travail que je fais gratuitement, je suis payé. Quand vous avez fait la différence, les autres ne l'ont pas fait. Ils avaient aussi... C'est à eux qu'il faut aller jeter des pierres, mais sans me féliciter parce que je suis payé pour ce que je fais. Je dois vous dire que je dois vous l'avouer, vous êtes un modèle de bonne gouvernance, de leadership. Oh, j'ai peur que ce ne soit pas ainsi. On le dira plus tard. En scientifique, en tout cas, je dois l'avouer. En enseignant, monsieur le recteur, quand vous voyez la qualité d'enseignement aujourd'hui, depuis l'arrimage au système LMD et avant, est-ce qu'il y a la différence? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. 3 ans après, vous larguez des étudiants au marché. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, le système LMD, c'est une opportunité ou c'est une menace à l'éducation de qualité? Je crois qu'il faut commencer par plus loin. Plusieurs ne comprennent pas ce que le système LMD représente comme opportunité. Et c'est pour cela qu'il va être souvent critiqué par ceux qui ne le connaissent pas. Voici. Lorsqu'on parle du système LMD, je vais être le plus facile possible parce qu'on s'adresse à un large public dans lequel il n'y a pas forcément d'experts. La préoccupation fondamentale, c'était comment faire de telle manière que celui qui va à l'université en sorte avec des connaissances et des compétences. Qu'il en sorte avec des connaissances et des compétences. Et alors, à ce moment-là, on s'accorde par exemple qu'un étudiant, il n'aura pas seulement les connaissances, il aura aussi des compétences. Ça signifie que la théorie va directement être mariée avec la pratique. Voilà, ça c'est la première chose. Parce que cela vient du constat que
plusieurs finissaient les études et à la fin, ils ne trouvaient pas l'emploi. Et donc, il fallait Ou ne créaient pas. Ouais. Et alors, il fallait les doter non seulement de connaissances, mais les doter aussi des compétences. Mais alors, à ce moment-là, il fallait définir le seuil minimal des connaissances et le seuil minimal des compétences qu'il fallait avoir pour passer. C'est alors qu'on a inventé le concept de crédit ou de la validation d'un crédit. Tant que pour chaque cours, pour les connaissances et les compétences, vous n'avez pas le 5/10e, vous passez de classe, mais vous avez toujours une dette. Et alors, lorsque vous arrivez à L3, on ne vous donne votre diplôme que lorsque vous avez réalisé 180 crédits. Ça signifie que pour toutes les matières que vous avez suivies, vous avez minimum le 5/10e des connaissances et le 5/10e des compétences. Qu'est-ce qui a disparu? Ce qui a disparu, c'est le système de péréquation. Vous pouvez lamentablement échouer dans un cours et on essaie de chercher des points ça et là pour essayer de combler ce vide-là. On appelait ça des libérations. Ça n'existe plus. Ce qui existe maintenant, c'est que l'on constate que cet étudiant n'a pas validé cette unité. Et l'étudiant, lorsqu'il doit passer maintenant d'un cycle à un autre, on doit s'assurer qu'il a validé toutes les unités. On doit s'assurer, traduit, qu'il a eu toutes les connaissances qu'on a voulu lui transmettre et toutes les compétences qu'on a voulu lui transmettre. Ça, c'est la base pour comprendre ce que c'est que le LMD. Et alors, une fois qu'on a compris cela, il faut aller du côté de savoir pourquoi est-ce que le Congo a voulu adopter ce système. Ce système a été adopté il y a trop longtemps. Il s'est trouvé dans la loi cadre. Ce n'est pas une invention du ministre Nzangi, non. Depuis 2018, je pense. Non, 2014. Ouais, et alors, le ministre Nzangi est venu juste le rendre opérationnel. On avait traîné à le rendre opérationnel à cause de beaucoup de contraintes. Le LMD coûte. Le LMD coûte cher, ça demande des équipements, d'abord des cadres appropriés, des équipements appropriés et du personnel qualifié. Parce que lorsqu'on parle du LMD, il faut qu'on enseigne autrement. Personnel qualifié, équipement approprié et structure appropriée, qu'on enseigne autrement et qu'on cherche, qu'on fasse la recherche autrement et qu'on gère autrement. Ouais. Pour qu'on gère autrement, il fallait préparer le terrain et c'est cela qu'on reproche au système LMD comme nous sommes dedans actuellement. Et on se rend compte que c'est comme si les structures ne vont pas de pair avec le système que le Congo veut et les qualifications ne vont pas aussi de pair avec les systèmes que le Congo veut. Juste pour vous dire. Il n'y a pas une préparation préalable. Il y a certains établissements qui ne se sont pas préparés et qui ne se sont pas préparés correctement et c'est là qu'il faut dire par exemple que c'est la raison pour laquelle vous avez été victime d'une mesure, je ne vais pas la dire devant la caméra. Et en réalité, si vous êtes licencié de l'ancien système, vous n'êtes pas qualifié pour l'enseignement dans le système LMD. Si nous revenons sur les dispositions légales, vous prenez la loi portant statut du personnel de 2018 qui dit que pour être assistant, première condition, il faut être de nationalité congolaise. Deuxième condition, il faut avoir moins de 35 ans. Troisième condition, il faut avoir un diplôme de deuxième cycle obtenu avec 65% à dernière année et une distinction quelque part. Le diplôme de deuxième cycle, auparavant, comment est-ce qu'il s'appelait? Il s'appelait licence. Actuellement, il s'appelle comment? Il s'appelle master. Ce qui signifie que, pour autant qu'il existe au Congo plusieurs établissements qui n'ont d'autres enseignants, chefs de travaux ou assistants, qui n'ont de diplôme que la licence, un problème s'est posé. Vous voyez un peu. Et c'est ce qui avait fait, par exemple, que l'UNIGOM puisse s'empresser à envoyer ses enseignants aux études et à penser la bourse pour la relève académique dont plusieurs assistants chefs de travaux. Chaque année.
Si, on le fait chaque année. À penser une subvention d'autour de $650, je crois, pour celui qui vient de finir sa thèse. Une série de politiques qu'on a mises en place pour encourager les gens vers les études. Les récalcitrants, évidemment, là, on a dû leur retirer les mandats et nous les attendons lorsqu'ils auront fini les études. Et j'espère que ce n'est pas ton cas. Mais alors, il se fait que plusieurs établissements ne sont pas comme l'université de Goma qui dispose déjà de 115 PhD, 115 profs et de permanents et de 240 assistants et chefs de travaux avec master ou DEA. Ça, c'est une première. Et le risque est déjà élagué. Pourquoi? Parce que on ne saurait invalider la scolarité d'un étudiant de l'UNIGOM faute de qualification de l'enseignant. Voyez un peu. Et les risques, là, il est couru par d'autres établissements. La scolarité des étudiants qui sont en train d'être encadrés dans les établissements n'ayant pas des enseignants qualifiés pour le LMD, leur scolarité risquerait d'être invalidée à cause de la non-qualification des enseignants. Par exemple, si je n'étais pas professeur ordinaire, j'étais professeur associé, je me permets de diriger une thèse, cette thèse va être invalidée parce qu'un professeur associé ne peut pas diriger une thèse. Idem pour un étudiant qui est en train de vouloir faire sa licence LMD ou son master LMD. S'il est encadré par quelqu'un qui a la licence ancien système, il va se faire que l'État est en droit de ne pas lui donner son diplôme et d'invalider sa scolarité parce qu'il a été encadré par du personnel non qualifié. Et alors, à côté de cela, maintenant, il y a les infrastructures, la connexion Internet, la présence de l'électricité. Il y a beaucoup d'établissements qui sont cachés dans les villages qui ne remplissent pas ces conditions, mais dans lesquels il faut que les LMD soient installés. Mais attention, le LMD reste une opportunité. Parce que nos diplômes n'étaient pas lisibles à l'international. Lorsque nous présentions nos licenciés à l'étranger, on s'est posé la question de savoir s'ils ont fait 3 ans, alors que c'était déjà le bac plus simple. Et nos diplômes n'étaient pas lisibles à l'international, ce qui rendait difficile la mobilité des étudiants, la mobilité des enseignants, et le partage de l'expertise, et même les transferts et les partenariats entre universités. Avec l'adoption du LMD, maintenant, la mobilité des étudiants va être facile, la mobilité des enseignants va être facile, les transferts vont être faciles, et surtout nos diplômes vont être lisibles. Ça, c'est vraiment un avantage. Et notre avantage, c'est celui par lequel j'ai commencé. On veut s'assurer que les étudiants qui font le LMD, ils vont avoir au moins le 5/10 des connaissances et au moins le 5/10 des compétences. Ça signifie que si le système venait à fonctionner, il sera trop rare de trouver quelqu'un qui a été à l'école et qui puisse avoir aussi les poches vides. Mais non, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on s'y adapte? Je crois que ça va être un parcours. Au niveau de l'université de Goma, par exemple, nous avons installé une cellule pédagogique qui périodiquement encadre les enseignants sur les méthodes d'enseignement sous LMD. À l'université de Goma, nous avons plus ou moins un laboratoire par faculté. Ça signifie, vous prenez sciences de l'éducation, nous avons déjà une école d'application. Vous prenez psychologie, nous avons déjà une clinique psychologique. Vous prenez le droit, nous avons une clinique juridique. Vous prenez la géologie, nous avons un laboratoire de géologie et de géomatique. Ouais. Et vous prenez l'environnement, nous avons un observatoire de la biodiversité. Vous prenez la médecine, là, n'en parlons pas. Donc, on fait tout pour mettre les étudiants dans les conditions de connaître et de savoir faire. Ça nous faisons. Mais est-ce que tous les autres établissements sont capables de faire ça dans notre contrée? J'en doute. Et c'est là le problème. Maintenant, comment est-ce qu'on va se tirer d'affaire? Je crois que le pouvoir public devrait réfléchir davantage sur la question. Surtout qu'il ne faut pas fermer les établissements. Il faut plutôt mettre les enseignants dans les conditions d'aller étudier surtout. Ouais. C'est une lamentation que j'ai pris de chez toi.